Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire en ce mois d'octobre. C'est incroyable, j'ai l'impression que les semaines sont passées comme ça, j'ai rien vu venir. On est déjà en octobre, waouh! Bref, j'espère que vous êtes prêts donc pour notre affaire du jour qui va être très particulière, très intense, qui va un peu partir dans tous les sens. Je vous préviens tout de suite, restez accrochés parce que ça va être quelque chose. Mais avant que l'on entre plus en détail dans l'affaire du jour, je suis très heureuse de vous parler de notre sponsor qui n'est autre que Babbel. Je pense que vous commencez à connaître mon amour pour Babbel car je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne à plusieurs reprises. Mais je tiens à vous rappeler que Babbel est l'application numéro 1 pour l'apprentissage de langue en ligne avec pas moins de 10 millions d'abonnés. Rien que ça. Babbel vous permet donc d'apprendre une nouvelle langue et ce, de manière extrêmement interactive et très facilement. Vous n'aurez pas besoin de faire 2 heures de cours par jour, il vous suffira d'un petit 15-20 minutes pour être capable déjà de voir d'énormes progrès et ce, en seulement quelques semaines. Comme je vous l'ai déjà dit, mon mari est brésilien et sa famille parle donc le portugais. C'était pas facile pour moi de communiquer avec eux vu que je ne parlais absolument pas la langue. Mais grâce à Babbel, aujourd'hui, je suis capable d'avoir des conversations avec eux bien plus facilement. Et ça, c'est un vrai bonheur. Ce qui rend Babbel réellement spécial, c'est que toutes les leçons sont écrites et préparées par des professeurs de langue. C'est donc comme recevoir des cours personnels, mais depuis le confort de votre salon. Et ce que je pense que j'aime le plus avec Babbel, c'est le fait qu'ils nous mettent dans des situations très précises. Par exemple, je viens juste d'apprendre comment commander un café ou une bière dans un restaurant. Et au lieu d'apprendre juste quelques mots par-ci par-là, on est vraiment plongé dans un dialogue, donc comme si je discutais vraiment avec le serveur pour apprendre à faire des phrases entières et complètes, ce qui nous plonge encore plus dans la situation et ce que je trouve absolument fantastique. Et dépendamment de la façon dont vous voulez apprendre, vous allez avoir tout un tas d'outils mis à votre disposition, tels que des magazines, des jeux, des podcasts et j'en passe. Je vous invite donc aujourd'hui à découvrir Babbel et grâce au lien que vous allez trouver dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir profiter d'une réduction jusqu'à 50% sur votre abonnement. À ce prix-là, c'est cadeau. Donc n'oubliez pas de cliquer dans le lien en description et dites-moi dans les commentaires quelle est la langue que vous comptez apprendre grâce à Babbel. Muito obrigada Babbel d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, place à notre affaire du jour. L'affaire d'aujourd'hui peut être assez perturbante pour certaines personnes. Moi, personnellement, ça m'a quand même assez chamboulée car on va parler là d'un jeune adolescent qui sombre en fait au fur et à mesure de l'histoire dans des troubles mentaux de plus en plus intenses. C'est assez perturbant, je préfère vous le dire, préparez-vous. Donc si vous avez un petit cœur sensible, vous savez ce que vous devez faire. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, vous pouvez vous installer bien confortablement car on va commencer. Le 21 décembre de l'année 1996, Austin Aroof voit le jour dans la ville de Jupiter située en Floride. Il y grandit entouré de ses parents Mina et Wade, ainsi que de sa petite sœur Hayley de 1 an sa cadette. Austin est extrêmement proche de sa famille et surtout de sa mère et de sa petite sœur, car avec son père il y a souvent d'énormes tensions dans la maison, car Wade est connu pour son tempérament plutôt explosif et surtout le fait qu'il soit un homme extrêmement strict. En 2009, alors qu'Austin n'est âgé que de 13 ans, ses parents vont se séparer. Austin et Hayley vont rester vivre avec leur mère, mais malgré leur séparation, Wade et Mina restent extrêmement proches et continuent de se voir très régulièrement. L'entrée dans l'adolescence n'est pas facile à vivre pour Austin car son apparence physique va commencer à changer. Il va prendre beaucoup de poids et, comme beaucoup d'adolescents de son âge, va attraper de l'acné. Il est donc plutôt mal dans sa peau et commence de plus en plus à se renfermer sur lui-même. Et comme si cela ne suffisait pas, il va commencer à se faire harceler par certains de ses camarades de classe qui se moquent justement de son physique. Austin devient alors extrêmement anxieux et d'après ses proches souffre même de dépression. Ça va durer ainsi durant plusieurs mois et ce jusqu'à ce qu'il rentre au lycée. À son entrée au lycée, il décide de changer radicalement et de laisser derrière lui le jeune Austin mal dans sa peau pour faire place à une toute nouvelle personne.
Il commence alors à s'entraîner assez régulièrement, à pratiquer la course à pied, à soulever des poids, et ce, dans le but de rejoindre l'équipe de football du lycée, où il va alors obtenir sa place plutôt rapidement. Là, Austin va reprendre confiance en lui, voire même un petit peu trop, car il devient totalement obsédé avec l'exercice physique. Il ne parle que de ça, il fait du sport du matin au soir et commence même une diète extrêmement stricte. L'apparence physique d'Austin va alors totalement changer. Il passe du petit garçon enrobé et mal dans sa peau à cet ado musclé, sûr de lui et surtout très populaire. Après le lycée, il continue ses études à l'université de l'État de Floride, où son plan est de devenir diététicien. Mais si à l'époque il était un très bon élève à l'école, sa soudaine popularité ainsi que son entrée à l'université va totalement bouleverser cela. Austin passe maintenant une majeure partie de son temps à sortir, à faire la fête et surtout à boire de l'alcool sur une base régulière et pas en petite quantité. Lors des soirées universitaires, il va aussi essayer tout un tas de drogues différentes, des plus légères aux plus fortes, mais ceci était seulement occasionnel, il n'en consommait pas régulièrement. Il va donc vivre cette petite routine de fêtard durant plusieurs mois, et ce jusqu'au milieu de l'année 2016 où il va avoir comme une révélation et décider de changer totalement de train de vie pour de nouveau prendre soin de lui. D'après lui, l'alcool et la drogue commençaient à avoir un impact plutôt négatif sur ses études mais aussi sur ses relations. Et en plus de cela, je vous le rappelle, il souffrait d'anxiété. On va pas se mentir, mélanger ces substances à de l'anxiété n'est pas un très bon mélange. Il va d'ailleurs en parler à plusieurs reprises lors de vidéos qu'il va publier en ligne, dans lesquelles il explique que la drogue peut faire énormément de dommages sur le corps humain et qu'il vaut mieux s'en éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Mais même s'il s'agit là d'une excellente décision qui nous laisse à penser que Austin à ce moment-là va se remettre sur le droit chemin, malheureusement, tous les événements qui vont ensuite avoir lieu vont nous prouver qu'à ce moment-là, il était sur la pente descendante. Austin commence alors à avoir des phases de fascination pour tout un tas de choses. Et je parle là de fascination absolue. Pour vous donner un exemple, en 2016 justement, il va se réveiller un jour et se dire qu'il veut être rappeur. Il va alors se mettre à écouter de la musique rap du matin au soir, à écrire lui-même ses propres chansons, à les enregistrer et va même aller jusqu'à les publier en ligne. Ouais, c'est pas fou, hein? Il est néanmoins persuadé d'avoir un don du ciel et qu'il va être le nouveau Tupac et que le monde entier va entendre parler de lui. Cette fascination pour le rap est d'ailleurs la seule chose qui va vraiment lui rester, car quelques semaines après avoir lancé ses premières chansons en ligne, il commence à développer un intérêt soudain pour la religion et s'intéresse à toutes les religions existantes et ne parle plus que de cela. Austin a toujours été athée et n'a jamais démontré le moindre intérêt pour la religion. Ses proches sont donc plutôt surpris de le voir aussi obsédé par cela du jour au lendemain. Mais aussi vite que cette fascination est arrivée, elle va repartir pour faire place à une autre. En 2016, Austin travaille à temps partiel au cabinet de dentiste que tient son père, et au fil des discussions avec les patients, il se dit qu'il a un don pour écouter les gens et les aider. Il décide donc de mettre ce don au service du monde. Il se persuade alors qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir une figure historique importante telle que Gandhi. Oui, il s'est comparé à Gandhi, rien que ça. Il veut donc à son tour devenir un important guide spirituel et créer toute une communauté autour de sa personne pour venir en aide aux plus démunis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit il est en train de créer une secte. C'est clairement les débuts d'une secte, ce que je suis en train de lire là. Donc je pensais vraiment que l'affaire allait s'en aller dans ce sens-là, mais non, je vous rassure, non. Comme je vous l'ai dit précédemment, Austin a vraiment ce côté obsessif lorsqu'il aime quelque chose. Il n'est pas capable de juste aimer quelque chose, ça va être vraiment complètement fou, ça va prendre sa vie au complet et il ne va vivre que pour cela. Il ne va parler que de cela, c'est vraiment extrêmement obsessif. Et à chaque fois qu'il va se trouver une nouvelle fascination, cette obsession va être encore plus forte que la précédente. Et comme si son idée de devenir le prochain Gandhi ne suffisait pas, en juin de l'année 2016, il va commencer à se prendre pour Jésus. Il se convainc lui-même qu'il est la réincarnation du Christ et qu'il se trouve sur Terre pour pouvoir protéger ses proches du mal. Il affirme voir constamment des démons et que le seul moyen de les repousser se trouve d'être dans la lumière.
Pour lui, une fois que le soleil se couchait et laissait place à la nuit, ceci était une porte ouverte pour le mal. Il ne rentrait jamais dans une pièce qui n'avait pas de lumière, par exemple. Il fallait toujours que toutes les lumières soient allumées. Et il dormait d'ailleurs avec la lumière allumée dans sa chambre. Mais cela va même encore plus loin, car pour lui, même la couleur noire représente le mal. Il décide donc de se séparer de tout ce qui est noir. C'est-à-dire tous les vêtements qui comportent du noir, il les jette. Sa voiture qui est noire, il s'en débarrasse. Tout ce qui est noir doit disparaître et il remplace tout cela par des choses blanches ou dans des couleurs claires. Il s'habille d'ailleurs uniquement de blanc et va même demander à ses proches d'en faire autant. Austin, qui avait déjà tout un tas de troubles et notamment beaucoup d'anxiété, se met à développer aussi un trouble du sommeil. Il passe ses nuits entières à faire les 100 pas à l'intérieur de la maison qu'il partage avec sa mère et sa sœur, et ces deux dernières d'ailleurs déclarent l'avoir entendu à plusieurs reprises parler tout seul. Il lui arrivait aussi très régulièrement de réveiller sa mère ou sa sœur en plein milieu de la nuit, et ce parfois à plusieurs reprises, pour s'assurer que tout aille bien pour elle et qu'elle soit toujours en vie. Il va même aller jusqu'à s'allonger sur le sol, au pied du lit de sa sœur, lui expliquant que seule sa présence peut repousser les forces du mal qui voudraient s'en prendre à elle durant la nuit. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, Austin ne consommait aucune drogue, ne buvait pas la moindre goutte d'alcool et ne prenait pas le moindre médicament. Il n'y a donc aucune substance dans son corps qui pourrait expliquer son comportement. Clairement, il s'agit là de troubles mentaux. Les choses ne s'arrêtent pas là, malheureusement. Croyez-moi, ça n'est que le début. Austin va se convaincre qu'il est capable de communiquer avec les animaux, et notamment avec les chiens. Plus précisément encore avec son chien, ou le chien de la famille Harouf en tout cas. Il devient même persuadé que lui-même est en partie chien. Il pense être mi-homme, mi-chien, ou en tout cas, si j'ai bien compris, avoir eu une vie antérieure en tant que chien. Et donc de comprendre ce qu'il se passe dans la tête du chien de la famille Harouf. Quelques jours plus tard, il va se mettre à expliquer être aussi semi-cheval, mi-homme, mi-cheval, et avoir cette même connexion avec les chevaux. Vous l'avez compris, les choses ne font qu'empirer pour Austin, mais c'est au mois d'août de l'année 2016 que le pire va arriver. Le 13 août, Austin va retrouver son père et sa belle-mère dans un restaurant non loin de chez eux pour souper en leur compagnie. Mais les choses ne vont malheureusement pas se passer comme prévu. Austin semble être terriblement nerveux et très tendu, au point même qu'il tremble un petit peu et a énormément de mal à s'exprimer, ce que son père va immédiatement remarquer. Il tente alors de détendre son fils en faisant des petites blagues et propose même de lui offrir une bière dans l'espoir que l'alcool puisse peut-être l'aider à se relaxer. Ce que Austin va prendre comme une offense terrible. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il a totalement banni tout ce qui est drogue et alcool de son système. Le fait donc que son père lui propose de lui offrir une bière et insiste d'ailleurs pour cela, va énormément le contrarier. Une dispute va alors éclater entre les deux hommes et Austin va tout simplement décider de quitter le restaurant et de rentrer chez lui à pied. Sur le chemin du retour, il va croiser plusieurs inconnus qui vont déclarer avoir été abordés par le jeune homme de façon très étrange. Apparemment, il leur parlait comme s'il les avait toujours connus, ce qui les a mis très mal à l'aise. Le lendemain, soit le 14 août, Austin et son père ont décidé à nouveau de passer du temps ensemble pour se rendre à un rassemblement de fans d'armes à feu et de couteaux. Oui, si jamais vous doutiez encore de cela, notre histoire se passe bien aux États-Unis. Durant cette journée, Austin semble être extrêmement paranoïaque. Il sursaute dès que quelqu'un passe à côté de lui et est totalement renfermé sur lui-même. Petite chose qui a son importance, sur place, il va acheter un couteau à cran d'arrêt. Vous voyez où on s'en va là, hein ? La journée se termine plutôt normalement, ou en tout cas aussi normalement que possible, et le 15 août arrive. Ce matin-là, Austin décide d'aller courir sur la plage qui se trouve à seulement quelques minutes de chez lui, car il se réveille avec énormément d'énergie. Il enfile alors ses baskets et se rend jusqu'à la plage. Il va y être aperçu par des passants et la seule et unique raison pour laquelle les passants se souviennent effectivement précisément d'avoir vu Austin ce jour-là sur la plage se trouve être car ce dernier courait, mais courait comme un chien, c'est-à-dire sur ses 4 membres. Je vous rappelle qu'Austin est persuadé d'être moitié chien, moitié humain. Une fois sa petite course terminée, il décide de marcher jusqu'au domicile de son père pour y récupérer sa voiture qu'il avait laissée la veille. À peine arrivé sur place, Austin commence à démontrer un comportement totalement incontrôlable. Il court partout, il a un discours totalement insensé et son père est terriblement inquiet à la vue de son fils dans cet état. Son père essaie de lui donner un médicament pour le calmer,
Mais je vous rappelle qu'à ce moment-là, Austin est totalement contre tout ce qui est médicaments, drogue et alcool. Il est donc impossible pour lui d'exposer son corps à quelque chose n'étant pas naturel. Une altercation va alors avoir lieu entre le père et son fils, et Austin va lui demander de récupérer les clés de sa voiture pour pouvoir partir, ce que son père va totalement refuser. Il va lui dire tout simplement que dans cet état, il est impossible pour lui de lui donner les clés et de voir son fils reprendre le volant. Il lui demande donc de se calmer, de rentrer chez sa mère et de repasser plus tard pour récupérer sa voiture. Une scène éclate alors et Austin se met à hurler sur son père. Il saute alors sur le capot de la voiture de son père et commence à sauter à pieds joints tout en continuant d'hurler. Wade, son père, est alors totalement déboussolé et ne sait pas du tout comment réagir. Il ne s'attendait à aucun moment à ce que son fils de 19 ans se mette à agir comme un enfant de 5 ans et fasse une scène de la sorte, et ce devant tous leurs voisins. Pris d'embarras, il finit par donner les clés de son véhicule à Austin et rentre se cacher dans son domicile. Austin a donc finalement eu ce qu'il voulait. Il se met au volant de sa voiture et se rend chez des amis de l'université qui ont ce jour-là organisé une petite fête. Il va y passer une bonne partie de l'après-midi avant de quitter les lieux en fin de journée pour se rendre au restaurant où il avait rendez-vous ce soir-là avec son père et sa belle-mère. Il se rend donc sur place, s'installe à table avec son père, mais au bout de quelques minutes seulement, il explique à ce dernier se sentir extrêmement oppressé et très mal et avoir besoin de prendre l'air. Il sort alors du restaurant dans le but de prendre un petit peu l'air, mais commence à marcher durant de longues minutes sans jamais s'arrêter et finit par arriver chez sa mère. Juste pour vous situer, ses parents habitaient tous les deux dans la même ville et très souvent lorsqu'ils allaient au restaurant, c'était dans cette même ville. Entre le restaurant et le domicile de sa mère, il n'y avait donc pas une très grande distance de marche. Bref, une fois sur place, la mère d'Austin, Mina, se souvient l'avoir vu totalement désorienté. Il n'avait même pas la moindre idée de comment il s'était rendu jusqu'à chez elle. Il semblait très nerveux et transpirait abondamment. Il se met alors à parler frénétiquement et à faire de grands mouvements avec ses bras et se dirige directement vers la cuisine, expliquant avoir très soif. Mais sa mère ne s'attendait absolument pas à ce que, pour se désaltérer, son fils attrape une bouteille d'huile et la boive presque entièrement. Il va même falloir que Mina lui reprenne la bouteille des mains et intervienne, sans quoi son fils aurait bu la bouteille en entier. À force de questionnement, Mina finit par comprendre que son fils se trouvait à ce moment-là au restaurant avec son père et sa belle-mère, et qu'il a d'ailleurs laissé sa voiture garée sur le parking de ce fameux restaurant. Elle décide donc de le reconduire sur place pour qu'il puisse finir son dîner et qu'il puisse reprendre son véhicule. Mais à peine Austin a-t-il passé la porte du restaurant qu'il réalise tout de suite que son père, Wade, n'est absolument pas ravi de son comportement, et il va le lui faire comprendre. Une énorme dispute éclate alors entre les deux hommes et Austin décide de nouveau de quitter le restaurant. Mais cette fois-ci, il va se mettre à courir, traversant la route à de nombreuses reprises au milieu du trafic, lui causant presque d'être fauché par des véhicules à plusieurs reprises. Et alors qu'il est toujours en train de courir au milieu de la route, il semble apercevoir ce qui ressemble à une forme sombre passer devant lui. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Austin est persuadé d'être entouré de forces maléfiques dont il doit se protéger en se rapprochant le plus possible de la lumière. À la vue donc de cette forme sombre, il commence à paniquer totalement. Il se met à courir alors encore plus vite et tente désespérément de trouver une source de lumière qui pourrait le protéger de ces forces maléfiques. Il rentre alors à ce moment-là dans une petite ruelle très familiale et voit au loin une porte de garage qui semble être ouverte. À l'intérieur de ce garage se trouve un couple, Michelle Mishcon et son mari John Stevens. Michelle a 53 ans et John en a 59. Ils sont tous les deux mariés depuis 19 ans à ce moment-là et vivent dans le comté de Martin où ils sont tous les deux extrêmement aimés par leur communauté et par leurs voisins. Comme je le disais, la ruelle dans laquelle ils vivent est principalement habitée par des familles et tout le monde connaît tout le monde. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la porte du garage du couple est à ce moment-là ouverte. Ils adoraient recevoir la visite de leurs voisins, qui d'ailleurs savaient très bien qu'ils étaient toujours les bienvenus chez le couple, qu'ils aient été invités ou non. Michelle et John étaient ce genre de personnes à toujours laisser leur porte grande ouverte pour tous et à aider leurs voisins dès que ces derniers en avaient besoin. Ce soir-là donc, ils sont tous deux assis dans leur garage en train de regarder une émission à la télévision, lorsqu'Austin déboule à l'intérieur du garage et se met à hurler. Le couple est bien évidemment pris de surprise et Michelle instinctivement se met elle aussi à crier, ce qui va déclencher un moment de panique chez Austin.
Ce dernier, en entendant Michelle crier, se persuade en moins de 2 secondes que cette dernière fait partie aussi des figures sombres et démoniaques qui le hantent, et il se dit donc qu'elle est très probablement de leur côté et qu'elle lui veut du mal. En un claquement de doigts, Austin sort de sa poche le couteau qu'il a acheté la veille au rassemblement d'armes à feu, le brandit et se jette sur Michelle qu'il va commencer à poignarder à répétition. À ce moment-là, John a le réflexe de vouloir aider sa femme et se jette sur Austin pour tenter de lui ôter le couteau des mains. Mais Austin est à ce moment-là dans une transe tellement intense qu'il est comme doté d'une force surhumaine et est capable de maîtriser John et de le poignarder à son tour. Il va alors attraper toutes sortes d'outils qui se trouvent autour de lui dans la pièce, avec lesquels il va continuer d'attaquer ses victimes, notamment un tire-bouchon, une machette ou encore une paire de ciseaux. Et alors qu'Austin est toujours en train d'attaquer le couple, il repère au loin une bouteille qui semble être remplie d'un liquide qu'il pense, je ne sais pas pourquoi, mais qu'il pense être de l'alcool. Il va alors attraper la bouteille sans même regarder ce qu'elle contient et la boire pratiquement entièrement. Cette bouteille ne contenait pas d'alcool, mais bel et bien de l'eau de Javel. Austin a toujours la bouteille à la main lorsque l'un des voisins du couple apparaît à la porte du garage après avoir entendu les hurlements s'en échappant. L'homme en question se nomme Jeff Fisher et il a à peine le temps de réaliser ce qui est en train de se passer devant lui que Austin se jette sur lui et commence à le poignarder à son tour. Par miracle, Jeff va être capable de s'échapper et ce malgré des blessures extrêmement profondes au niveau du torse, du dos et même du crâne. Il va rentrer chez lui et contacter les secours. Lorsque les policiers arrivent sur place, Austin se trouve penché sur le corps maintenant sans vie de John. Il ne porte sur le dos que ses sous-vêtements et pousse des cris d'animaux absolument terribles. Les policiers gardent leur distance et demandent à Austin de bien vouloir se redresser et se retourner vers eux. Mais alors qu'Austin obéit, il réalise avec horreur ce qu'il était à ce moment-là en train de faire au visage de John. Austin avait littéralement les dents plantées dans le visage de l'homme et il était en train de mastiquer une énorme partie de peau et de chair qu'il lui avait arrachée. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire ça. Il était à ce moment-là dans un tel état de transe qu'il était impossible pour les officiers de faire quoi que ce soit. Ils ont lâché un chien de police sur lui qu'Austin a été capable de repousser et de faire fuir. Ils ont ensuite essayé de lui donner des coups de taser, mais au bout du 4e ou du 5e, Austin ne réagissait toujours pas et continuait de mastiquer et d'arracher la chair de sa victime. Il va prendre de longues minutes avant que les policiers ne soient capables d'enfin maîtriser Austin et de lui passer les menottes. Tristement, il leur était impossible de faire quoi que ce soit pour sauver la vie de John et de Michelle, qui étaient déjà morts depuis un long moment. Et il était clair pour eux qu'en plus du visage de John, Austin avait aussi mangé une partie de celui de Michelle. Austin Aroof est donc immédiatement arrêté, mais avant d'être emmené à la station de police, il est envoyé à l'hôpital pour que ses blessures soient soignées et pour que des tests soient réalisés pour vérifier si peut-être certaines drogues sont présentes dans son système, ce qui expliquerait son comportement. Mais rien ne va y être trouvé. Pas la moindre goutte d'alcool, aucun médicament ni la moindre trace de drogue, ce qui va intriguer énormément les médecins. Austin a de nombreuses blessures à soigner. Il a des coupures un peu partout, des dents manquantes, mais pire encore, l'eau de Javel qu'il a avalée a fait des ravages à l'intérieur de son corps. C'est d'ailleurs un véritable miracle qu'il ait survécu à ses blessures. Il va rester un certain temps sous la surveillance des médecins, où il va être diagnostiqué comme souffrant de troubles de l'anxiété généralisée, de troubles de la bipolarité, de dépression, de troubles du sommeil et de plein d'autres troubles psychotiques. Je veux absolument pas blâmer ses parents parce que finalement on n'a aucune idée de ce qui se passait derrière les murs de leur maison. Mais personnellement je trouve ça absolument incroyable au vu de tous les événements qui se sont déroulés dans cette histoire et surtout de toutes les choses complètement incohérentes qu'a fait Austin durant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Pour moi c'est fou que personne ne s'en soit inquiété plus que cela et ne l'ait emmené de force voir un médecin ou encore à l'hôpital. On dirait presque que ses proches espéraient que ses problèmes se solutionnent d'eux-mêmes. Apparemment, je dis bien apparemment, un proche d'Austin a révélé que la mère de ce dernier a tenté à plusieurs reprises de l'emmener voir un psychologue, mais qu'Austin a toujours catégoriquement refusé de le faire. Donc il semblerait effectivement que ses parents aient essayé de l'aider. Mais quand même, je trouve ça absolument incohérent qu'il ait fallu en arriver jusqu'à là pour qu'Austin reçoive enfin l'aide dont il avait besoin.
Sachez d'ailleurs que quelques minutes seulement avant cette terrible attaque, la mère d'Austin a contacté les secours pour leur expliquer être extrêmement inquiète concernant l'état de santé mentale de son fils et avoir terriblement peur qu'il ne finisse par se blesser lui-même ou blesser quelqu'un d'autre. Cet appel a été passé seulement quelques instants après qu'elle ait redéposé son fils au restaurant où son père l'attendait, soit environ 1 heure avant que ce dernier n'attaque Melissa et John. Le 25 janvier 2022, la première partie du procès de Austin Aroof va avoir lieu et Austin va plaider non coupable pour les meurtres de Michelle Mishcon et de John Stevens pour cause de troubles mentaux. Il explique d'ailleurs durant le procès n'avoir absolument aucun souvenir de l'attaque, ni même de tout ce qui s'est passé cette journée-là dans les heures précédant les meurtres. 2 psychologues travaillant sur l'affaire vont alors avoir la parole durant le procès et expliquer si, d'après eux, effectivement, ce qui est arrivé à Michelle et à John est relié aux problèmes de santé mentale d'Austin ou non. Mais malheureusement, ils ne vont pas être capables de conclure quoi que ce soit, car d'après eux, le profil d'Austin est extrêmement particulier et nécessite bien plus d'observation encore. Le procès n'ira finalement pas beaucoup plus loin, et la seconde partie de ce dernier va avoir lieu au mois d'octobre 2022, soit très bientôt. C'est quand même fou de se dire que cette affaire remonte à l'année 2016. On est actuellement en 2022 et le procès n'a même pas encore eu lieu. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'il va se passer durant le procès et de savoir évidemment ce qui va être décidé concernant Austin Aroof. Voilà donc qui conclut notre affaire du jour. Je n'oublierai pas d'ailleurs de vous tenir informé de ce qui va se passer durant le procès. Je laisserai sûrement un petit commentaire en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à revenir d'ici la fin novembre. Si je ne me trompe pas, je pense que le procès est prévu pour le 28 novembre. Donc non, repassez plutôt début décembre. Si vous y repensez, si jamais vous voulez savoir ce qui va se passer, c'est ça, je vous tiendrai un petit peu informé de ça. N'oubliez pas en tout cas, comme toujours, de me laisser vos avis et vos opinions sur cette histoire qui est très particulière et que je trouve particulièrement triste personnellement. Je trouve ça terrible parce que je me dis toujours que ça aurait pu être prévenu. Il ne s'agit pas là d'un cas pathologique de tueur qui a tout simplement le goût de tuer et de faire du mal autour de lui. Personnellement, lorsqu'Austin explique ne se souvenir de rien sur cette journée-là, je le crois, et je suis persuadée effectivement que si son état avait été pris plus au sérieux, plus rapidement, aujourd'hui, Michelle et John seraient toujours en vie. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos avis personnels aussi sur cette histoire et à me laisser vos opinions en commentaire. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Un immense merci encore à Babel d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Et n'oubliez pas surtout de vous rendre sur le lien que vous allez trouver dans la description pour bénéficier aujourd'hui d'un rabais allant jusqu'à moins 50% sur votre abonnement. Merci d'avoir été présent aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!